Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Elle nous emporte aujourd'hui en Turquie, à Cuba et au Vietnam. D'abord, direction Cuba, la Havane, telle que vous l'avez rarement vue. Loin des maisons coloniales ou des vieilles américaines. Une Havane moderniste où le béton devient sensuel, et oui, ça existe. C'est notre deuxième invitation au voyage. Cuba, la plus grande île des Antilles, a connu deux révolutions. Celle de Fidel Castro et une autre, moins connue, architecturale. Quand le visiteur arrive à la Havane, il se précipite souvent dans le quartier historique, la Habana Vieja, le vieux Havane, aux somptueuses demeures baroques et néoclassiques. Une balade coloniale. Il faut donc s'en éloigner pour découvrir l'architecture proprement cubaine. Elle est le fruit d'une révolution pacifique, celle du mouvement moderniste, un courant qui va transformer la Havane au milieu du XXe siècle. La Havane va être un formidable laboratoire d'idées. Cuba est alors un pays riche. Les étudiants en architecture complètent leur formation en Europe, en Amérique. Ils découvrent les nouvelles tendances. L'école Bauhaus de Walter Gropius ou du français Le Corbusier, et de retour chez eux, jettent aux orties les canons classiques de leurs professeurs. Cette jeune garde lance alors les formes fluides et épurées et exploite les innombrables capacités du béton, de l'acier et du verre. Mais surtout, ils vont mêler ce style occidental à leur terre caribéenne et inventer le premier style typiquement cubain, y incluant la couleur, la lumière, les grands espaces, la végétation et l'influence coloniale. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, on appelle la Havane le Las Vegas des Caraïbes. Les dollars coulent à flot, les commandes affluent. Hôtels de luxe, casinos, villas et bordels sortent de terre. Dans les faubourgs de la Havane, un bâtiment d'avant-garde entame la rupture avec le style éclectique de la capitale. Telle une coquille tapie dans la jungle, elle fait basculer Cuba dans l'ère moderne. C'est le Tropicana. Ce cabaret, connu sous le nom de Paradis sous les étoiles, devient le repère des gros bonnets de la mafia américaine, et donc un des nouveaux hauts lieux de la prostitution et du blanchiment d'argent. Où se trouve le Tropicana? Il se trouve à l'extérieur du centre de la Havane, dans un quartier appelé Marianao, à l'ouest de la capitale. C'était un lieu dominé par une végétation dense, avec des arbres qu'on exploitait autant pour le bois que pour leurs fruits. Ici, la végétation est luxuriante. Le jeune architecte cubain Max Borges n'a que 32 ans. On lui demande de faire sortir de cette forêt un établissement capable de rivaliser avec les plus grands cabarets du monde. Il conçoit un bâtiment où le béton se fait fluide. Il réalise le Salon des Arcs de Cristal, où il fait interagir le design avec la végétation environnante. La première condition qu'on lui impose, c'est de respecter l'identité du lieu. Ici, la nature joue un rôle d'une extrême importance. Il donne à voir une transparence intérieure-extérieure à travers un système de baies vitrées. Elle donne l'illusion d'être dans la nature et modifie la lumière à l'intérieur même du lieu. Ce club, qui incarne avec le plus d'éclat l'audace du modernisme cubain, n'est pas devenu un musée. Il reste un des piliers des nuits havanaises, dans une ville où l'on trouve toujours à danser et s'amuser, communisme ou pas. Les spectacles présentés au cabaret sont hauts en couleurs. Ils sont inspirés du carnaval, des percussions, du cha-cha-cha et plus précisément le folklore cubain, grâce à tous ces beaux costumes et à de belles scénographies.
Tout cela fait de ce lieu un emblème de notre patrimoine immatériel. En direction du centre-ville, dans le quartier du Vedado, le modernisme cubain se fait, au moins symboliquement, encore plus cubain. En 1953, on a érigé ici un obélisque et une statue évoquant le penseur de Rodin. Mais c'est le héros national José Martí qui est célébré. Ce mémorial fut commandé par le dictateur Fulgencio Batista au lendemain de son coup d'État. Ici, le modernisme, tout de marbre et de béton, prend des traits autoritaires. Ce monument dédié à José Martí est fabriqué en marbre cubain. Notre marbre n'est pas considéré comme étant idéal pour la réalisation de sculptures, car il n'est pas blanc. Il possède des veines grises, et c'est justement parce qu'il n'est pas parfait qu'il représente davantage l'être humain, comme pouvait l'être José Martí. Ce personnage emblématique de la guerre d'indépendance, poète, écrivain, avocat au charisme énorme, en dépit de sa courte vie. On a choisi de donner une forme d'étoile à cet obélisque depuis la base du monument, car sur le drapeau cubain, il y a cette étoile solitaire, symbole de la République indépendante, de la souveraineté du pays. C'est une référence qui apparaît à plusieurs reprises dans notre histoire. À l'intérieur, on se trouve au centre géographique de la ville de La Havane. C'est ici que s'élève l'obélisque, qui est le point le plus haut de la ville. Il fait 142 mètres de hauteur. Pour ceux qui ont l'énergie et la force de monter, il y a un escalier de 567 marches qui mène au sommet. Sinon, il y a plus simple, l'ascenseur. En 1959, l'ancienne place de la République est rebaptisée Place de la Révolution. Fidel Castro, nouveau leader national, a renversé la dictature. Ici se rassemblent plus d'1 million de Cubains, venus écouter le discours qui marquera l'un des tournants historiques du siècle. La rupture avec les États-Unis et l'escalade dans la guerre froide. La révolution sonne le glas de cet élan créatif. Heureusement, le nouveau régime ne va pas détruire cet héritage. Les bâtiments sont réaffectés en habitation ou ministère et tous ont été conservés. Au début des années 60, le modernisme cubain va pourtant vivre une résurrection. Le régime lance la construction d'une cité étudiante dédiée à la création artistique dans le quartier verdoyant de Cubanacan. Ricardo Porro, architecte cubain d'envergure internationale, partage les convictions du jeune gouvernement castriste. Il mène son art au service de ce projet fou et unique qui est né lors d'une partie de golf. C'est sur ces pelouses, qui abritaient l'ancien luxueux country club de La Havane, déserté depuis les expropriations, que Fidel Castro a fait part de son idée, Oche. Pourquoi ne pas installer ici des centaines d'étudiants en art dans cet extraordinaire paysage? Porro a carte blanche pour aller jusqu'au bout de cette nouvelle architecture cubaine. Utopique, magique, sensuelle. Ricardo Porro décide d'inviter deux de ses collègues italiens, les jeunes architectes Roberto Gottardi et Vittorio Garatti. Tous les trois conçoivent 5 merveilleux bâtiments, de style organique, totalement inédit dans l'architecture cubaine. Ils s'appuient sur des matériaux basiques, les briques, la terre, les carreaux,
pour remplacer le béton armé, le ciment, le fer, durant la période des pénuries. En utilisant ces matériaux, son intention était d'interagir de manière organique et respectueuse avec ce milieu naturel. Les formes voluptueuses font directement allusion au corps féminin. Ainsi, les coupoles des ateliers de dessin prennent la forme des seins d'une femme voluptueuse. Les lucarnes deviennent des tétons qui font rayonner la vie à l'intérieur. Les formes sont libres et elles partent d'une géométrie qui se déploie constamment en une forme, puis une autre. Les courbes n'ont pas de fin. Elles génèrent des espaces merveilleux. Quand une personne entre dans ces espaces de l'École nationale, elle change. Elle est tout de suite saisie par la poésie des lieux, par un sentiment de liberté. Ici, on se sent libre. Faute de moyens, la Havane n'est plus Las Vegas des Caraïbes. L'architecte ne pourra pas aller au bout de cette utopie. Mais sur les 5 écoles prévues, 2 ont vu le jour, dont celle de danse moderne. C'est une très belle expérience d'être ici tous les jours, d'accompagner la nouvelle génération pour qu'ils aient à leur tour la possibilité d'être inspirés par ce site, qui les aide à s'épanouir en tant qu'artistes, à développer leur corps et à grandir dans le monde de la danse. Ce style si international s'est mué en une des expériences architecturales les plus authentiquement cubaines. Ces bâtiments de béton, témoins de l'histoire récente de Cuba, ont tous survécu. Ils racontent l'histoire unique de cette capitale d'une île à nulle autre pareille.